Voilà, bah écoute, Johan, donc je vais prendre la parole maintenant, hein. Donc voilà, bah, je vais vous présenter. Bon, moi, je m'occupe d'un jardin partagé à Cherbourg, qui est le jardin Le Bas, qui a été créé en 2016. Enfin, je suis pas seul, on est plusieurs référents là-dessus, hein. Et puis, bah aussi, je suis intervenu à la ferme du Bec et Loin depuis 2016. Voilà. Donc, ben, ce qu'on a voulu faire, c'est un thème cultivé avec le vivant. Donc, je vais vous dire, hein, on va être très libre entre nous. Ça veut dire que vous pouvez intervenir quand vous voulez. Le principe, c'est pouvoir avoir un dialogue. C'est une agora, hein, c'est pas une présentation technique ou autre. C'est vraiment une agora. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire un jardin ensemble, de façon un petit peu virtuelle. Ça veut dire que un jardin, à partir du moment où on va décider de le créer, et puis la manière dont on va procéder pour ensuite aller cultiver dessus, aller occuper l'espace qui nous a été attribué, et comment on va faire avec le vivant, justement. Alors, la première chose, quand je parle vivant, on va le voir au sens large. Ça veut dire que le vivant, c'est aussi nous en tant qu'humains, parce qu'on fait partie de la vie. Et pour le coup, faire un jardin, c'est un lieu. Souvent, c'est un lieu en milieu urbain qui nous a été attribué ou un lieu qui a été inutilisé, donc on va pouvoir appréhender finalement. Ce sont des porteurs de projets, hein. Et puis un projet qui va être d'occuper le lieu pour y créer quelque chose. Et en l'occurrence, là, ça va être un jardin partagé incroyable comestible, ce qui veut dire pas mal de choses finalement, puisque bon, on a un groupe, et puis en même temps, c'est un lieu qui est ouvert. Donc voilà. Et le lieu en question, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant même qu'on y arrive, ce lieu, il est déjà porteur de vie. Il s'y passe déjà plein de choses. Et il va falloir le découvrir, ce lieu, avant même de pouvoir y faire quelque chose, de vouloir y faire quelque chose. Et c'est la bonne démarche. Ça veut dire qu'il va falloir l'observer pour le coup, l'appréhender, quoi. Et on peut aussi partir dedans sans trop se poser de questions, mais on a tout à gagner à prendre le temps, quelque part, d'observer le lieu, de se faire accepter par le lieu avant d'y faire quelque chose. Voilà. Donc ça veut dire que pour le coup, avant même d'entrer sur le lieu, on peut aussi, nous, au niveau de notre démarche, il y a une certaine démarche, on peut retomber en enfance quelque part. Ça veut dire qu'on est tous porteurs d'un passé et poser son sac à dos, s'ouvrir quelque part à la vie, ça a toute son importance aussi. Ça veut dire qu'on va pouvoir pénétrer d'une part, voir ce qui s'y passe, et observer, ça veut dire, c'est regarder les zones d'ombre, marcher sur le lieu, savoir s'il y a des zones avec du vent, etc. Donc il y a toute une approche qui est à faire de cette façon-là avant de commencer à planter pour pouvoir définir le projet, pouvoir avancer dedans. Donc déjà sur ce premier point, je voudrais savoir s'il y a des réactions par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à vos expériences. Euh, Si vous voulez, on va déjà mettre un petit instant où on peut dialoguer par rapport à ça. Des prises de parole peut-être, non? T'as Thomas qui... Non, pas Thomas, Antea. Oui, moi je viens d'emménager donc sur un nouveau terrain. C'est mon jardin personnel, mais bon, il est juste à côté du prochain jardin des Incroyables. Et hier, en le travaillant, je me suis rendu compte que les fraises étaient tout le temps à l'ombre. Donc je me suis dit, bah en fait, c'était pas judicieux par le jardinier d'avant de les avoir plantées à cet endroit-là. Et donc j'ai décidé de les déplacer. Voilà. Et ça, c'est effectivement très important. Ça veut dire que les plantes qui poussent à l'ombre ne sont pas les mêmes que celles qui poussent au soleil. Et je dirais que le lieu, bon, il a plein de caractéristiques. Nous, à Cherbourg, on a un lieu qui est absolument exceptionnel, dans le sens où il est grand, il est protégé du vent. On a des zones qui sont capteurs de soleil quelque part. On a un mur qui fait 3 mètres de haut. Bon, c'est pas partout comme ça, c'est sûr. Et si vous êtes un lieu beaucoup plus limité, c'est pas la même chose, quoi. Donc ça, en toute première, il faut en prendre conscience. Bon, et je dirais que la première année, parce que bon, dès l'instant où vous créez un jardin comme celui-ci, un jardin incroyable comestible, enfin, l'envie de tous, c'est aussi de mettre les mains dans la terre. Et il faut le faire, il ne faut pas se l'interdire.
Ça veut dire que dès l'instant où on commence à intervenir sur un lieu, il ne faut pas s'interdire de mettre les mains dans la terre, bien sûr. Mais c'est aussi, pendant ce moment-là, il y a le côté humain qui va intervenir. Ça veut dire que pour qu'un lieu il fonctionne, et là on est dans le vivant, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une équipe qui fonctionne. Et nous, au niveau du Jardin Lebas, qui a commencé en 2016, on l'a vécu comme ça veut dire qu'au départ, il y avait une idée, c'est une personne, qui est Élise, qui a eu l'idée de créer ce jardin-là. Et parmi les porteurs de projets, il y avait certaines personnes qui, effectivement, avaient des idées très précises de ce qu'elles voulaient, etc. Et qui sont parties depuis. Ils sont partis depuis parce qu'elles n'ont pas su s'ouvrir aux autres. Voilà. Donc, il y a une équipe à constituer dans un premier temps. Et ça, c'est toute une démarche à faire sur soi pour pouvoir être en accueil avec les autres. Et le jardin partagé de Cherbourg, il a commencé à fonctionner quand on a limité les valeurs que l'on défendait et on s'est focalisé sur deux valeurs toutes simples qui sont prendre soin de la terre et puis ensuite la bienveillance. Et dès l'instant où on a fixé ces deux valeurs-là, les choses ont commencé à bien fonctionner. On a eu beaucoup moins de conflits, donc presque même pas, plus de conflits du tout. Pourquoi? Parce qu'on devient accueillant. Et là, pour le coup, on rentre dans une coopération. Et voilà, et sur un jardin, la coopération, elle est partout. On va la découvrir au niveau de la vie au niveau de l'écosystème, mais l'écosystème, on en fait partie, nous aussi. Donc voilà, et c'est une valeur fondamentale avant même de pénétrer sur le lieu, créer cet écosystème au niveau humain a toute son importance. Voilà, c'est même fondamental. Oui. Alors, Gérard, juste en haut à droite, il y a un petit bonhomme avec 19, le nombre de participants. Tu vois? Voilà, si tu cliques dessus, tu vas voir les personnes qui lèvent la main au fur et à mesure. Que du coup, je sais pas. Voilà. Et donc, il y a l'atelier qui avait une question. Voilà, oui, d'accord. Benoît. Okay. Moi, j'ai acheté un terrain en friche il y a plusieurs années et ça fait 2 ans que je veux l'ouvrir au public en permaculture. Et donc, je prends bien le temps de ne pas aller trop vite. Genre c'est une anecdote, mais il y a 1 an ou 2, il y avait plein d'abeilles parce que terrain en friche, donc qui dit terrain en friche dit lierre, qui dit lierre dit plein d'abeilles qui viennent butiner. Et du coup, je me suis dit, s'il y a autant d'abeilles, c'est que les ruches sont à moins de 3 km, je vais essayer de mettre des ruches chez moi. Et cette année, le voisin pose 10 ruches, un petit peu moins, peut-être 5 ruches, juste à côté. Donc du coup, voilà, c'est juste un exemple pour dire que faut pas non plus trop se précipiter, regarder son environnement, mais aussi bien ses voisins. C'est-à-dire aller chercher ce qui se passe à justement ces fameux 3 km sur l'histoire des abeilles. Et là, effectivement, ça me permet d'aller un peu plus loin aussi, parce qu'on a parlé du jardin, on a parlé de ses limites. Maintenant, le jardin partagé, le jardin incroyable comestible, il est dans un environnement, et l'environnement, quelque part, c'est la ville. Et tout à l'heure, on va parler des ressources. Bon, vous pouvez trouver effectivement, bon, nous, je vois par exemple le jardin partagé, on a pas mal de ressources. Pourquoi? Parce que c'est un parc, et à l'intérieur du parc, il y a des arbres, il y a des feuilles, il y a tout un tas de choses. Donc, elles sont disponibles. Et pour le coup, la partie que l'on cultive, elle est limitée par rapport à la partie auquel on a accès. Et notamment, quand arrive l'automne, les feuilles qui tombent, on peut les récupérer, quoi. Mais c'est pas toujours vrai. Et pour le coup, l'environnement, c'est aussi c'est la collectivité. Et établir le lien avec la commune, établir les liens avec les jardiniers de la ville pour pouvoir récupérer. Nous, on récupère des tontes d'herbes par leur intermédiaire. On récupère des feuilles, ça va être notre ressource. Donc là, tu parlais des abeilles, mais le lien avec tout ce qui nous entoure est à cultiver aussi. Voilà. Je vois qu'il y a Thomas qui veut prendre la parole aussi. Oui, alors c'est pas Thomas, c'est parce que c'est sous le mail de mon compagnon en fait avec l'iPad. Donc du coup, voilà, c'est vrai que je vous découvre. Alors je connais un petit peu les incroyables comestibles. Donc je mets la caméra. Je vis à Bricquebec et donc j'ai jamais trouvé l'occasion de venir jusqu'au jardin à Cherbourg. Alors j'ai déjà eu une expérience en jardin partagé en Bourgogne, parce que j'ai vécu 4 ans à Dijon. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des lentillères. Enfin voilà, c'est aussi une initiative d'individus. Alors bon, pour le coup, je pense qu'à Cherbourg, la différence, c'est que ces terres vous ont été plus ou moins accordées par la ville.
Dijon, ça a été dans d'autres contextes, mais en tout cas, l'idée, c'était de préserver des anciennes terres maraîchères. Voilà. Aujourd'hui, en fait, merci pour préciser où est Brilbeck. Aujourd'hui, voilà, j'ai fait l'acquisition d'une maison. Donc, j'avais loué avant un terrain tout le temps que j'étais en location, mais c'était assez compliqué quand le terrain est loin de enfin, il n'était pas très loin de la maison, mais pour trouver les ressources, enfin, c'est vrai que j'ai été confrontée à d'abord m'outiller de manière manuelle, puisque j'avais tous les jardins. C'était donc une location, une parcelle avec les jardins ouvriers. Donc j'avais aussi la pression des vieux jardiniers aussi autour de moi. Ils me voyaient un petit peu débarquer avec de la paille. J'entretenais très peu le jardin. Enfin, c'est vrai que j'ai bousculé un petit peu leur vision. Ils m'ont tous dit que j'allais avoir aucune récolte et finalement, enfin, j'ai eu plus de choses qu'eux et voir, j'ai fait pousser des choses qui n'arrivaient pas. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que mais c'était compliqué, je dirais, les ressources. Et aujourd'hui, j'ai acquéri, on a acheté un pavillon, donc c'est des jardins, enfin c'est des extérieurs. Moi, j'appelle pas ça des jardins parce qu'en fait, c'est juste de la pelouse. Alors on a vu après sur les champs, sur des prairies, etc. Mais c'est vrai que moi, la question là que je me pose, puisqu'en fait, dès que je plante ma grelinette, je tape vite dans la caillasse en fait. Donc j'ai du granit sous le sol et c'est vrai que, mais pour autant, la terre est quand même assez belle, enfin assez bonne, beaucoup de verre. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'arbres où les feuilles, enfin voilà, il y a eu cette espèce d'esprit un peu de sous-bois. Mais là, c'est vrai que la question que je me pose, c'est ma ressource, où je vais pouvoir aller chercher un peu de terre parce que je vais devoir surélever quand même mon potager, mes cultures, parce que là, ça va être compliqué dans les premières années de venir travailler à même le sol, même de la manière la plus douce. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu la motivation pour participer un petit peu à cette agora là ce soir. Et voilà, je voulais vous remercier en tout cas de cette initiative. D'accord. Donc là, ça permet d'aborder toute la problématique du sol pour le coup. Hein. Et pour te répondre, tu es dans une configuration où finalement tu as très très peu de sol puisque sous une fine couche de terre qu'on va dire fertile, tu trouves le rocher tout de suite, quoi, pour le coup. Hein. Donc là, ça veut dire que là, pour le coup, on va parler. Les allées, c'est pas la peine de conserver du sol dans les allées puisque tu en as très peu. Donc là, pour le coup, la butte devient tout à fait intéressante parce qu'elle va te permettre d'obtenir de la profondeur. Et là, tu vas récupérer tout le sol que tu as de disponible dans les allées pour pouvoir te créer des planches de culture ou des buttes, hein, parce que bon, à la limite, si le dessus est plat, c'est une planche de culture surélevée. Et dès l'instant où tu vas pouvoir mobiliser une vingtaine de centimètres de sol fertile, tu vas pouvoir faire pousser des légumes, quoi. Et puis ensuite, l'autre approche que tu peux avoir, ça va être de créer du sol. Et créer du sol, finalement, c'est en utilisant de la matière organique en grosse quantité et en la faisant se décomposer. Et année après année, tu vas augmenter ton épaisseur de sol fertile dans les endroits que tu cultives. Et là, je vois qu'il y a Julien qui veut s'exprimer. Oui, si je peux me permettre de rajouter d'un point de vue technique, si tu arrives à avoir des contacts avec tout ce qui est justement les services de la ville, en fait, les services techniques de la ville, l'espace vert, c'est de récupérer de la tonte et du broyat et de fonctionner sous forme de lasagne. Enfin, moi, je suis très friand de cette méthode-là et du coup, vraiment, tu crées du sol très rapidement en 1 an ou 2 ans. Tu as ton sol qui commence déjà à se mettre en place, mais il faut taper un peu, faut commencer à taper des grosses quantités, quoi. Ouais, du coup, pardon. Vas-y, non, je t'en prie. Mais juste, voilà, c'est quelques kilomètres cubes. Du coup, c'est vrai que depuis des années, je suis sensibilisée. Ça fait 10 ans en fait, même sans pour l'avoir expérimenté en collectif et de l'avoir vu de loin ou de près. C'est vrai que du coup là, il faut des années de réflexion, d'observation, de rencontrer des gens. Enfin, il faut quand même. Et c'est vrai que là, du coup, le réflexe, quand on a dû élaguer plein d'arbres, parce qu'en fait, c'était vraiment mis de manière. En fait, j'ai demandé à notre gars de l'espace vert de juste garder les branches que je vais pouvoir aussi broyer. Et donc, ça va, j'arrive à trouver des gens autour qui ont un broyeur aussi, parce que c'est un coût. L'agglo donne ce service-là, mais du coup, dans le temps, c'est compliqué parce qu'il faut qu'autour de chez moi, il y ait plein de personnes. Et puis, en général, dans le lieu où je réside, il y a très peu. Déjà, ils sont déjà soit équipés ou alors ils s'intéressent. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué de mobiliser.
Et en effet, de récolter la tonte, d'aller chercher un peu les ressources. Alors, j'ai un plan paille, donc c'est cool pour moi. Ouais. Mais c'est... Non, c'est vraiment- Ouais, mais ça va, c'est un plan gratuit. Alors, et de proximité en plus, alors c'est cool. Parce qu'il y a il y a toutes ces ressources qu'a la ville et ils sont même pas conscients de ça. En fait, moi, je sais qu'à Périgueux, ils ont des cassissiers, tu vois, des choses où ils les taillent régulièrement. Et je dis, mais au final, la taille, c'est broyé. C'est dommage de pas en faire des boutures, quoi. Et après, faire de la taille. Ils ont des sauges, pareil, en décoratif, et du coup, ça peut partir dans des ateliers, dans d'autres choses. D'allier ces services municipaux qui sont déjà en place, qui connaissent en général, ils connaissent bien leur taf, et c'est de les allier avec nous. Et je pense que c'est vraiment un super support, quoi. Bon, moi, c'est ma vision. Non, mais en tout cas, j'ai noté pour aller voir un petit peu, parce que je les connais un petit peu, donc ça pourrait être l'occasion d'utiliser les réseaux. C'est ça, en fait. Ça. Mais pour continuer par rapport à ce que tu dis, et moi, au niveau personnel, cette fois-ci, depuis pas mal d'années déjà, je récupère tout ce que les voisins me donnent, tout ce qu'ils ont de disponible, leur taille de haie. Alors au départ, ils ne comprenaient pas, parce que pour eux, une taille de haie, une tonte de gazon, c'est un déchet. On le mène à la déchetterie, quoi. Et quand je leur ai dit que je récupère moi tout ça, sachant que j'avais un petit broyeur pour le coup, et finalement, mes planches de culture et mes buts, toutes les allées où j'avais récupéré le sol comme toi, parce que j'avais pas trop de profondeur non plus, systématiquement, tous les tailles des voisins, plus les miennes, systématiquement, depuis plusieurs années et encore, je les mets dans les allées avec des épaisseurs relativement épaisses, d'une dizaine de centimètres. Et année après année, ça se décompose, c'est du pré-compostage pour le coup, et ça marche très très bien. Et puis, quand vraiment ça s'est bien décomposé, tu le récupères et ça t'amène de la fertilité au niveau du sol, de ta planche de culture ou de ta butte. Et ça, sur le long terme, c'est génial. Tu peux alimenter des lasagnes aussi, voilà. Donc ça, c'est vraiment les solutions à mettre en place si vous avez peu de profondeur de sol, et même si vous avez beaucoup de profondeur de sol, ça s'appelle boucler les cycles. Et toute matière organique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute matière organique est intéressante. Que ce soit, parce que bon, finalement, toute matière organique, c'est de l'énergie, c'est le soleil finalement, qui est transformé. La vie, c'est le soleil. Donc l'énergie, c'est le soleil, quoi. Et le soleil, elle se transforme en quoi? Elle se transforme soit en lignine, c'est disons là où il y a le plus d'énergie quelque part, parce que pour faire du bois, il a fallu beaucoup d'énergie solaire. Les arbres sont magnifiques pour ça, quoi. Ils concentrent une énergie formidable, quoi. La cellulose va en concentrer, mais moins, voilà. Et toute cette énergie-là, quand on la réutilise, il faut bien penser que finalement, c'est toute cette énergie solaire que l'on récupère et que l'on réinjecte pour le vivant dans le sol. Donc après, la décomposition, elle est plus ou moins longue ou lente. Elle est beaucoup plus longue pour du bois, donc de la lignine, que pour de la cellulose, de la paille. Et elle est beaucoup plus courte. Vous utilisez une tonte d'herbe, et là, c'est de l'azote. Et quand un sol est vivant, ça se décompose très, très vite, pour le coup. Alors, Gérard, je me permets d'intervenir. Juste tout à l'heure, Alain avait levé la main, je ne sais pas s'il a baissé exprès ou s'il veut toujours parler. Mais pour les personnes, moi, je représente les nouveaux dedans. Les lasagnes, tu peux rapidement expliquer pour ceux qui vont regarder et qui sont nouveaux dans le jardinage? Oui, voilà. Donc, finalement, une lasagne, c'est cultivé presque sans sol. On va utiliser de la matière organique. Ça veut dire que l'on va créer un millefeuille. Ce millefeuille, il va être composé par de la matière azotée et de la matière carbonée. Et à la finale, on va quand même mettre un peu de sol dessus, si possible un sol pour le coup riche, presque compost, mais en faible épaisseur, sur lequel on va cultiver. Et les plantes vont très bien se débrouiller avec ça si on a réussi à faire une lasagne bien composée. Ça veut dire qu'on a toujours l'équilibre carbone-azote qui doit être le mieux respecté possible. Et les plantes vont bien se débrouiller, vont bien se développer. Alors, peut-être pas toutes les plantes, bien sûr, mais ça marche très bien. Et très, très vite, on va créer du sol. Nous, on utilise cette technique-là de façon moins aboutie. C'est ce qu'on appelle, j'avais introduit le concept et ça marche depuis plusieurs années, c'est ce que j'appelle le compost sale. Le compost sale, parce que finalement, dans un jardin, on peut composter, mais on a plein d'adventices, des mauvaises herbes, je dis adventices,
j'aime pas dire mauvaises herbes parce qu'elles n'ont rien de mauvais, mais pour être mieux compris, je vais dire mauvaises herbes, mais il faut penser adventiste. Donc, tout ce que quand on nettoie une parcelle, que l'on a par exemple du rumex, que l'on a par exemple du pissenlit, qu'on a tout ce genre de choses, ou qu'on a des grosses quantités, on en fait un tas. Mais là, je dis vraiment un tas. Ça veut dire que ce tas, pendant toute l'année, on peut avoir, nous, sur le jardin le bas, on en a peut-être 7, 8, 9 mètres cubes, quoi. Et puis, ce tas, il va passer l'hiver. Ça veut dire qu'on a un début de décomposition. Sans avoir vraiment cherché à avoir fait un équilibre carbone-azote, ça se débrouille comme ça peut, quoi. Et puis, quand l'année suivante arrive, on va aller y planter des courges, par exemple, parce que les courges acceptent très bien de la matière organique qui est mal décomposée. Donc, chaque pied de courge, on va mettre un trou dans ce tas et on va y mettre le pied. Et pendant toute l'année, ces courges-là vont se développer et vont développer notamment un système foliaire. Alors, volontairement, les courges, on va les semer serrées. On va même les repiquer serrées, plus que nécessaire, de façon que l'on ait vraiment une couverture complète par les feuilles. Et là, pendant toute l'année, ces courges elles vont se développer de manière assez impressionnante. Et quand tu arrives à la seconde année, toute ta partie que tu avais, tout ton compost sale, finalement, il a continué à se décomposer. Et 2-3 ans après, tu vas te retrouver avec une butte qui s'est constituée toute seule avec un sol hyper fertile. Alors, un peu chargé en graines, ça veut dire que, bon, pour le coup, il va falloir y faire un peu attention pour que les graines qui vont ressortir ne prennent pas le dessus. Mais tu as créé du sol très facilement. Donc, on a bouclé les cycles. Voilà. Donc, c'est une manière. Une question d'Anne Dufour. Comment faire cohabiter les poules et le potager? Si on les laisse se balader quand le potager est en route, elles détruisent tout. Par contre, leurs fientes sont utiles pour le compost. Oui, voilà. Donc, les poules ont toute leur utilité. On peut les utiliser, bon, effectivement, mais pas n'importe quand. Et le meilleur moyen pour pouvoir faire cohabiter des poules et un potager, c'est d'avoir des parcours. Bon, il existe des clôtures qui sont des clôtures que l'on peut démonter, c'est des piquets avec un filet, quoi. Et on plante les piquets quand on fait un enclos au moment où on en a besoin. Ça veut dire que bon, il y a toujours l'endroit où on va avoir les poules qui vont être en place. Donc c'est le poulailler quelque part qui peut être mobile, hein, même. Et puis ensuite, les poules elles vont pouvoir avoir leur parcours sur une zone. Et là, l'idéal, quand on peut arriver à le mettre en place, c'est quand vous avez un jardin, mettons en début d'année ou à un autre moment, donc vous allez laisser votre jardin à la disposition des poules pendant un certain temps. Ça veut dire que ce soit 10 mètres carrés suivant ou plus, hein, suivant la taille de votre jardin au total et du nombre de poules dont vous disposez, vous laissez une partie du jardin à la disposition des poules pendant le temps elles vont passer un certain temps à tout gratter, à tout éliminer les graines qui sont en surface, et après vous allez récupérer cet espace-là avec les fientes qui vont avec, donc il a été, mais pour le coup, elles ont éliminé les graines aussi. Donc ça, c'est une manière d'utiliser les poules. Une autre manière d'utiliser les poules, c'est justement de leur donner ce compost sale, ça veut dire toutes les adventices, grainées, etc., et de les faire passer dans le poulailler, où les poules vont finalement manger une grande partie des graines, et ensuite, ça va être mis à composter avec les fientes de poules. Donc, il y a toujours moyen de boucler de boucler, quoi, en final, avec la matière. Il n'y a pas de déchets, ça n'existe pas, les déchets, dans un jardin bien conduit. Et les poules participent, et en plus, non seulement elles participent, mais pour un compost, c'est génial, parce que non seulement il y a leurs fientes, mais il y a toutes les bactéries, toute cette matière vivante qu'elles injectent dans votre compost. Donc voilà. Bon, maintenant, c'est un travail à faire, parce que bon, les poules, il faut s'en occuper tout le temps, les parcours, il faut changer leur implantation, voilà. Mais on peut judicieusement faire cohabiter un jardin et des poules. Mais c'est sûr que vous n'allez pas faire courir aux poules dans le jardin quand vous allez avoir fait des semis de salade, c'est clair, ou des plants de salade. Sinon, vous n'aurez plus de salade. Merci. Voilà. Donc, je sais pas, on peut peut-être, puisqu'on en était au niveau du sol, les différentes manières de créer des planches de culture sur une zone qui est recouverte par de l'herbe. Ça veut dire les premières interventions au niveau du sol. Créer des planches de culture. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, que l'on peut aborder? Les différentes manières de faire.
En permaculture, on voit souvent, on met des cartons, on fait ce genre de choses, mais il y a plein de manières de faire en final. Je peux vous raconter différentes manières. En partant de celles qui demandent le plus de travail jusqu'à celles qui en demandent le moins. Voilà. Et puis ensuite, à quelle saison on va intervenir, ça a surtout de son importance. Si par exemple aujourd'hui vous créez un jardin à partir d'une zone qui est une zone engazonnée ou même une zone où vous avez de l'herbe tout simplement, hein, c'est possible. On va partir dans un cas où on a un peu plus de hauteur de terre que celle que tu as dit tout à l'heure. Donc, on a une profondeur de sol un peu plus importante. On va dire qu'on ne va pas se poser la question du manque de sol. On va se fixer quand même cet élément favorable. Donc, la première chose, une des premières possibilités, si on intervient maintenant et que l'on veut se créer rapidement, pour le coup, ça veut dire que toute la strate herbacée, je vais dire la strate herbacée, la rhizosphère, c'est là où vous avez l'herbe plus les racines. On peut enlever toute cette partie-là, la mettre de côté, ensuite décompacter en dessous. On peut décompacter sur une seule hauteur, et là on peut pour décompacter utiliser des outils à dents. Donc le plus connu c'est la grelinette. Est-ce que ça parle à tout le monde, la grelinette ou pas, ou il faut expliquer de quoi il s'agit? Je vois une main qui se lève, je ne sais plus qui c'est. Oui, y compris pour ceux qui vont voir la vidéo après et qui sont... Une petite explication, c'est bien. Voilà, donc la grelinette, c'est un outil à dents qui a pour... si on remonte dans la manière de jardiner du passé, la manière de jardiner du passé, c'était le bêchage. Ça veut dire qu'on retournait le sol. Retourner le sol, c'est le déstructurer complètement puisque l'horizon qui est en surface, on va le mettre en profondeur. Et l'horizon qui est en profondeur, on va le ramener en surface. Pour le coup, la vie du sol n'est pas la même du tout, en profondeur et en surface. Et par cette action, finalement, on va détruire la vie du sol, aussi bien en profondeur qu'en surface, jusqu'à temps qu'elle se réimplante. La grelinette, elle va simplement décompacter le sol. Donc là, au niveau de la strate herbacée, alors, quand on va créer une planche comme ça, on va être très agressif par rapport au sol, puisqu'on avait notre sol qui était dans son état compact, on va dire, avec sa strate herbacée. Lui, il demandait rien du tout, il était dans son état, donc il y avait du vivant à l'intérieur et tout. Et nous, on arrive pour pouvoir cultiver des légumes, donc on est agressif. Mais on va essayer de ne l'être qu'une seule fois. Donc on va se créer des planches de culture avec la meilleure fertilité possible et le plus vite possible. Donc pour le coup, on va enlever cette strate herbacée, on va enlever l'épaisseur qui est dessous. La strate herbacée, on va pouvoir la mettre au fond, mais pas trop profondément. Avant de faire ça, on peut même décompacter plus profondément avec la grelinette. Ça veut dire que pour le coup, on aura décompacté sur 2 hauteurs de grelinette. La strate herbacée vient dessus et le sol qui était juste dessous va revenir dessus. Donc on se retrouve comme ça avec un sol nu que l'on va pouvoir cultiver rapidement pour le coup. Et la strate herbacée qui a été enterrée à faible profondeur est dans un milieu qui est oxygéné, donc elle va pouvoir se décomposer petit à petit. Et si on a voulu, et on peut aller plus loin en ayant récupéré la strate herbacée de l'allée, qui est en périmétrie de la planche de culture ou de la butte, que l'on va intégrer à cette planche de culture ou cette butte. Pour le coup, on a constitué un ensemble avec de l'azote qui est l'herbe, plus toute la terre qui est autour, qui va commencer à vivre, et puis on va pouvoir cultiver très rapidement. Mais c'est beaucoup de travail. Donc voilà, c'est une première approche. Et si la terre est pauvre, c'est à ce moment-là qu'on va mettre tout ce que l'on peut mettre dedans pour obtenir rapidement un maximum de fertilité. Ça veut dire qu'on va y ramener du compost, par exemple. Et puis, une fois qu'on aura obtenu cette fertilité, après, on va essayer de la faire durer dans le temps. Voilà. Ça, c'est une première approche. Une deuxième approche, si vous avez un terrain qui est relativement fertile, et ça, on le voit très bien, si vous avez de l'herbe grasse, on peut utiliser les plantes, et ça marche très bien, avec un minimum de travail. Ça va être de définir la planche de culture, toujours utiliser la grelinette pour pouvoir le décompacter sur une petite profondeur, et puis pour le coup, y mettre des pommes de terre. Ça veut dire mettre des patates en rangée, en les mettant de façon assez espacée.
de façon à pouvoir réintervenir. Et puis les couvrir de paille. Donc vous allez mettre, mettons, 20 cm de paille. Les patates, elles vont pousser au travers de cette paille. L'herbe aussi, il y a un moment, elle va ressortir. Mais au moment où les patates vont sortir, vous pouvez écarter la paille dans les allées pour pouvoir faire comme des billons au droit où il y a les pommes de terre et rajouter de la paille à nouveau de façon à avoir une couverture totale pendant toute l'année. Les patates, elles, vont continuer leur cycle. Et il y a un moment, vous allez pouvoir récolter les pommes de terre sous la paille. Et ça, c'est génial parce que les patates sont très faciles à récolter. Il vous faut beaucoup de paille, hein, ça c'est clair. Mais la terre sous la paille, pour le coup, va être superbe. Ça veut dire que la strate herbacée, elle aura quasiment disparu. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir créer vos allées, faire vos buttes si vous voulez faire des buttes ou faire des planches surélevées, ce que vous voulez. La paille, vous allez pour le coup la conserver pendant tout l'hiver, donc en couvrant l'ensemble pendant tout l'hiver. Et quand vous arriverez au printemps, là, vous avez une zone de culture qui est géniale avec un minimum de travail parce que le seul travail que vous aurez effectué, c'est d'avoir cultivé des patates. Voilà. Question. Donc, il y a eu un effet occultant pour tout ce qui était en dessous. Voilà une deuxième façon de se préparer une plangiculture. Maintenant, on peut aussi procéder par bâchage, mais moi j'aime bien la technique des pommes de terre parce que pour le coup, on le fait tout en ayant une récolte. Il y a une question, Gérard. Oui, vas-y. Gérard, une question. Moi, j'ai un problème qui n'en est peut-être pas un, c'est que j'ai paillé à la feuille d'érable à l'automne, mais aussi à la graine. Et là, en ce moment, tous les 2 cm, j'ai un érable qui pousse. Donc, j'en ai à peu près des milliers. Est-ce qu'il faut dépailler ou repailler plus fort pour tuer les graines? Je ne sais pas. Non, tu as intérêt à dépailler parce que bon, là, les érables qui sont en train de pousser, ils sont pas franchement enracinés, on va dire. C'est simplement des départs de graines. Et là, moi, ce que tu peux faire peut-être, c'est bon, déjà, c'est un principe. On va revenir après avec cette histoire de paille. Et là, par rapport à la saisonnalité notamment. Hein. Mais là, par exemple, tu vas avoir normalement pas de difficulté à enlever la paille et à enlever tous tes départs d'arbres pour le coup. Hein. Et là, tu vas utiliser tout simplement le soleil pour tuer tout ça. Ça veut dire que tu vas exposer ta paille plus que ce qui est dedans pendant cette année, en l'utilisant comme paillage, mais pour le coup, les racines en l'air. Donc, ça va mourir par le soleil qui va arriver. Et là, pour le coup, après, tu pourras utiliser cette matière organique. Donc, je ratisse et je remets tout en place. Je ne fais pas un gros tas pour tout composter. Je repaille aussi sec, mais ça aura déraciné. Oui, complètement. Parce que tu as plusieurs manières pour boucler les cycles. Et par exemple, tu peux faire la même chose quand tu as du rumex, par exemple, ou du pissenlit, où tu as des racines qui sont très puissantes. Et pour le coup, si tu remets dans du compost ces racines-là et que tu les réimplantes après, tu peux avoir, je parle pas des graines là, je parle des racines. Hein. Les graines, c'est autre chose. Mais tu peux tuer les racines simplement par le soleil en les faisant se déchécher. Et quand les racines sont mortes, et là pour le coup, dans un jardin, tu peux très bien avoir un espace, un espace qui est au plein soleil et que tu vas utiliser pour ça. Ça veut dire que tu vas étaler tes racines. Tu vas étaler tous tes départs d'arbres ou n'importe quoi, et tu vas laisser le soleil pendant cet été, par exemple, agir dessus, et tout ça va mourir et se dessécher. Mais après, pour le coup, ce sera de la matière avec tous les minéraux, parce que finalement, c'est les minéraux que tu vas conserver et que tu vas pouvoir utiliser. Voilà, donc ça peut, là, ça me permet de rebondir peut-être tout au moins dans nos climats, parce que bon, on va pas agir forcément de la même façon partout. Et dans nos climats, si on raisonne par rapport au paillage, justement, le mulch, comment on l'utilise? Parce que en permaculture, souvent on dit le sol doit toujours être couvert. Et en fait, non. Moi, je dis non. Le sol ne doit pas toujours être couvert. Si on raisonne au niveau de la saisonnalité, si on raisonne au niveau d'une plangiculture, par exemple, une plangiculture qui fonctionne déjà depuis un certain temps. Donc, pendant l'été, quand arrive le mois de juin, par exemple, là où on commence à vraiment avoir du soleil, si vous avez un sol qui a encore l'humidité du printemps, ça veut dire qu'il ne s'est pas desséché. Et si vous avez des plantes dessus qui ont déjà un certain développement,
vous allez pouvoir commencer à mûcher. Et mûcher, ça veut dire amener de la matière organique sur votre sol. Cette matière organique, elle peut être azotée, elle peut être carbonée. Être azotée, par exemple, une tonte de gazon fraîche, c'est de la matière organique qui est très azotée, qui va se décomposer très vite. Donc, si vous mettez de la matière organique type tonte de gazon sur du sol, il faut la mettre en faible épaisseur déjà, parce que sinon, s'il n'y a pas d'oxygène et qu'il pleut derrière, ça va plutôt faire une anaérobiose. Et pour le coup, c'est pas du tout ce que l'on veut. Hein. Mais le sol va consommer ça très rapidement, mais vous pouvez mettre de la paille après pour pouvoir protéger votre sol. Donc, pendant toute la période été, on va protéger le sol avec ça peut être de la paille, mais ça peut être des herbes. Ça peut être des adventices qui vont se sécher, etc. C'est de la matière organique qui va se dessécher sur le sol et qui va protéger votre sol du soleil. Voilà. Mais qui va aussi se décomposer petit à petit et nourrir votre sol. Quand arrive l'automne, au moment où vous avez tout récolté, si on imagine que vous récoltiez tout, c'est pas toujours le cas, il peut rester des choux ou autre chose. Hein. Donc là, quand on aborde l'hiver, il y a plusieurs façons. Peut-être que vous aurez encore des cultures, mais ça n'empêche pas de tailler. Mais quand on arrive au niveau de l'hiver, là, on va pailler de façon très épaisse. Et on va pailler plutôt avec un paillage qui laisse respirer le sol. Donc, on peut mettre, si on a de la paille, on peut en mettre 20 cm d'épaisseur, mais on peut y mettre des feuilles mortes, on peut y mettre un broyat, on peut y mettre tout ce que l'on veut. On protège le sol, on met le sol sous la couette pour passer l'hiver. Moi, j'aime bien l'idée de dire on protège la vie du sol en mettant la couette dessus, comme nous, on passerait la nuit, le sol va rentrer en dormance, la vie va être au ralenti, mais le sol va être protégé et pendant tout l'hiver, il va se passer plein de choses sous votre paillage. Maintenant, on est dans des régions, nous, en Normandie, et puis où il pleut pas mal, c'est humide, et puis on arrive au printemps. Et au moment du printemps, il y a un moment, il faut booster à nouveau la vie, parce que la vie, elle est au ralenti dessous. Et là, pour le coup, on a tout intérêt à enlever tout le paillage et à décompacter si c'est nécessaire. Donc, pour le coup, on va ramener de l'oxygène dans l'horizon supérieur, mais sans le retourner, le sol. On amène de l'oxygène et ramener de l'oxygène, c'est faire repartir toute la vie bactérienne. Quand la vie bactérienne, elle repart, pour le coup, il y a une minéralisation qui va se faire si vous avez un sol qui est chargé en humus. Donc, pour le coup, votre sol va se charger en matière, en nutriments qui vont pouvoir être accessibles aux plantes par ce biais. Hein. Et puis, en même temps, ça va vous permettre au sol, quand il va être mis à nu, de se ressuer. Ça veut dire que le trop-plein d'humidité va disparaître. Il va se réchauffer parce que les rayons du soleil vont arriver directement dessus. Et puis, vous allez pouvoir aussi faire ce qu'on appelle des faux semis. Ça veut dire que comme le sol, il n'est pas retourné, mais on a des graines en surface, vous allez avoir plein de petites adventices qui vont pousser. Et au moment où ces petites adventices ont 2 feuilles, toutes fines, là, c'est très, très facile de détruire toutes ces adventices-là ou de les arracher quand il y en a une un peu plus puissante. Et ça, on peut le faire. Et c'est du travail que l'on fait à partir du 15 février, on va dire. Tout au moins à Cherbourg, c'est comme ça. Et on peut le faire tout fin février, début mars, jusqu'au moment où vous aurez une planche de culture parfaitement propre, pas d'adventice dessus, un sol qui sera vivant, qui aura déjà entamé tout son cycle de vie, parce qu'il faut bien considérer qu'un sol à l'intérieur, c'est comme un microbiote, comme notre intestin, hein, c'est un tube digestif, le sol, hein, donc il va transformer tout ce qu'on met dessus, quoi. Et là, vous allez pouvoir commencer à faire vos semis, vous allez pouvoir commencer à mettre vos plants, pas forcément couvrir tout de suite, parce que tout le paillage que vous avez enlevé, vous allez le réserver à côté. Et quand va arriver le mois de mai, le mois de juin, là, vous allez utiliser toute cette matière organique qui n'est pas encore décomposée pour reprotéger le sol pendant l'été, pour protéger la vie qu'il y a, etc. Et ça va se décomposer petit à petit. Voilà. Et vous bouclez les saisons de cette façon-là. C'est pas la seule façon. Oui. Alors Gérard, dans le chat, il y a une question qui est passée de Tony. Alors si je comprends bien, Alexandre Roupin, Tony. Tu as parlé beaucoup du soleil, mais pas de la lune. Alors Tony demande s'il faut croire en l'influence de la lune.
Voilà, qu'il a Oui. planté des groseilliers à divers moments à pleine lune et d'autres et qu'il n'a pas vu de différence. Voilà. D'accord. Donc, il y a plein de choses qui. Bon, c'est sûr que le débat sur la Lune, on ne va pas le clore, hein. Moi, je vais l'aborder avec ma façon de voir les choses. Et pour répondre à la question, oui, la Lune a une influence. C'est certain, moi je suis à peu près certain que la Lune a une influence. Mais maintenant, je ne vais pas attendre si par exemple j'ai une fenêtre météo où les conditions sont idéales pour faire des semis, je ne vais pas attendre que la Lune soit à son optimum pour les faire. Parce que cette fenêtre favorable par rapport aux semis, elle est bien plus importante que l'influence de la Lune. Ça veut dire qu'il faut grader les influences les unes par rapport aux autres. Si on a la possibilité d'associer les deux, c'est sûr que si je peux faire mes semis au moment où c'est favorable par rapport à la Lune, je vais le faire. Mais ce n'est pas mon critère premier, quoi, en final, parce que d'autres critères sont bien plus importants. Je vais, par exemple, parler pour mes semis de carottes. Les semis de carottes, c'est parce que la carotte, c'est une plante qui est assez difficile dans le sens, elle met beaucoup de temps à sortir. Il faut au moins 3 semaines pour que les carottes sortent de terre. Donc, si vous êtes sur un sol qui a tendance à s'enherber rapidement parce qu'il n'y a pas eu de faux semis, parce que les adventices sont là, ben vous aurez les adventices qui vont sortir beaucoup plus vite que les carottes. Donc, toute l'importance de la manière dont vous avez traité votre planche de culture en début de saison. Donc, ce que je viens de dire tout à l'heure, le fait d'avoir fait des faux semis, hein. Voilà. Et puis, les graines de carottes, elles sont plantées à très faible profondeur. Ça veut dire que si il pleut pas dessus pendant une semaine, si c'est vraiment très desséchant pendant une semaine et que vous arrosez pas, ben la levée de carottes, elle se fera pas, quoi, ou elle se fera très mal, quoi. Donc, si je suis dans une fenêtre, moi, j'ai pas envie de m'amuser tous les soirs à arroser. Si à un moment donné, on a la chance aujourd'hui d'avoir des prévisions météo à 9 jours. Si j'ai un sol qui est prêt, qui est nickel pour pouvoir faire des carottes, et que je vois que dans la semaine qui va suivre, il va y avoir des périodes pluvieuses assez régulières, je sème mes carottes et je m'occupe pas de la lune, quoi. Parce que après les avoir semées, elles vont se prendre l'eau tranquillement. J'aurai pas à intervenir et je vais réussir mon semis de carottes sans avoir dépensé la moindre énergie dessus. Donc voilà. Alain avait une question par rapport à la lune. Merci. Alors, moi, j'avais pas une question, c'était une remarque, plutôt une constatation par rapport à cette histoire de la Lune et tout ça. Et c'est plus un avis personnel, hein, y a rien, c'est pas objectif du tout. Mais j'ai tendance à me dire que la permaculture se base quand même beaucoup sur l'observation de la nature et de la forêt. Et sans l'intervention de l'homme, j'ai pas le sentiment que les arbres attendent que la Lune arrive pour semer leurs graines. Les graines, elles tombent, et puis quand les conditions sont favorables, elles poussent, et puis point barre. Donc, soit c'est des conditions favorables météo, soit c'est des conditions favorables au niveau de la Lune. Mais bon, voilà, je me dis, un peu comme Gérard, quoi. C'est vrai que quand on voit qu'il fait un temps propice au semis, si la Lune, elle n'est pas là, et si elle a vraiment une influence, tant mieux, ça poussera plus vite, mais ça n'empêchera pas de pousser nos graines, en tout cas. Elles pousseront plus vite ou plus lentement. Mais voilà, quoi. Et ça fait partie pour moi, de croyances ancestrales sur tout ce qui est méthode qu'on va dire conventionnelle, en fait, hein, où il faut faire avec la lune, il faut mettre tant de trucs, voilà, où l'herbe c'est mauvais pour les plantations, enfin, ouais, c'est toxique, enfin, voilà. Pour moi, ça reste des croyances probablement que la lune a une influence, puisqu'elle a une influence sur tout ce qui est vivant. Donc voilà, maintenant, s'il faut qu'on commence à planifier. Je parle pour les gens qui débutent, en tout cas, j'en ai fait partie, il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand on débute, il faut commencer à connaître les différentes graines, les différentes familles, les différentes saisonnalités de plantation et tout. Ça fait beaucoup de choses à mémoriser pour quelqu'un. Et s'il faut commencer en plus à se mettre des bâtons dans les roues avec les histoires de lune ou pas de lune et tout ça, je trouve que c'est accessoire, en fait, pour moi en tout cas. Et depuis, voilà, moi j'ai appris au jardin partagé, entre autres avec Gérard. Je pratique certaines de ces méthodes et d'autres non, hein. J'essaye des trucs. Mais depuis que je fais mon jardin en autonomie, tout seul,
comment dire, s'il avait fallu que je m'occupe de ça, par exemple, mon jardin, il était à 20 km de chez moi. S'il fallait que je m'occupe de la lune, voilà, je m'en sortais pas, quoi. Et voilà, j'envoie vivement toutes les personnes qui débutent, en tout cas, si elles arrivent à planifier, bon, tant mieux, mais c'est galère, quoi. Donc, ça pourrait être décourageant, quoi, de dire tout le temps à la personne, occupe-toi de la lune, occupe-toi de ça, moi, j'aurais tendance à dire, quand on débute, sème des trucs faciles au début, fais des petits pois, fais des pommes de terre, et puis ensuite, voilà, quoi. Et la lune, tu verras plus tard, quoi. Voilà. Et Alain, parce que bon, Alain, je connais bien Alain, puisque finalement, tu es venu au jardin partagé, et tu as commencé, tu as appris à jardiner avec nous, quoi, au final. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'en suis à ma 5e saison de jardin. Ouais, voilà, et maintenant, tu es référent. Mais voilà, ça, il faut bien comprendre ça aussi. On est dans le cadre des incroyables comestibles, donc c'est sûr qu'on est là aussi pour apprendre. Et là, pour le rôle, donc je parlais au tout début du côté humain. Et pour qu'un jardin fonctionne, et fonctionne sur le long terme, il est important de constituer l'équipe et d'avoir une équipe qui soit à la base. Donc cette équipe-là doit être ouverte aux autres, mais il faut aussi laisser la liberté et il faut aussi laisser le droit à l'erreur. Moi, bon, je suis le référent, un des référents sur le bas et on vient souvent me voir, mais des fois, je laisse faire, quoi. Et je laisse faire, même si je sais que c'est une erreur, et des fois, je m'aperçois que des initiatives sont prises. J'aurais pas parié un centime que ça allait marcher, et ça marche, quoi. Donc, voilà, il faut se donner le droit à l'erreur et le droit d'apprendre par soi-même, de tester. Voilà, et c'est encore plus vrai sur un jardin incroyable comestible. Alors, merci Gérard. Une autre question d'Anne. Est-ce que tu veux prendre la parole, Anne, ou tu préfères que je lise? Parce que c'est plus sympa si tu prends la parole. Mais sinon oui, je veux bien, parce que je voulais vous épargner les bruits. Vas-y, Anne. Je voulais juste vous épargner les bruits environnants. Mais oui, c'est juste parce que… Bonjour, Anne. Bonjour. Vous m'entendez là? On t'entend, oui. Donc, j'ai récupéré de la terre végétale pour remplir des bacs à potager que j'ai bien haut. Mais c'est de la terre qui vient d'un champ. Et donc, les blocs sont un peu compacts, argileux. On est dans le nord. Hein. Et je me dis, mais je ne vais jamais pouvoir planter des carottes dans un sol qui se compacte comme ça. Et comment on fait pour améliorer? Voilà. Oui, d'accord. Donc, tu as un sol qui est certainement très chargé en argile. Oui. Voilà. Donc, c'est une bonne chose quelque part, hein, parce que l'air de rien, sur un sol sableux, c'est assez compliqué de garder de la fertilité sur un sol qui est essentiellement sableux, donc sans argile. L'argile, si tu l'associes avec du compost, avec de la matière organique, pour le coup, tu vas pouvoir obtenir un complexe argilo-humique. Ça veut dire que tu as une combinaison entre la matière organique, donc le compost, si tu veux, et ton argile, qui va t'amener un maximum de fertilité parce que tu vas la conserver, cette fertilité. Donc, ton sol, tu vas essayer de faire en sorte que tu augmentes son taux de matière organique. Et pour augmenter son taux de matière organique, c'est du compost que tu vas mettre dessus. Alors, tu n'es pas obligé d'aller mettre du compost dedans, hein, en profondeur. Non, tu le mets dessus. Ça va être peut-être un peu plus compliqué. Peut-être que tu ne mettras pas des carottes dans un premier temps. Mais le mélange va se faire. Parce que, bon, au bout d'un moment, si tu arrives à créer la vie dans ton sol, tu vas avoir des vers de terre, notamment des anestixes qui vont du haut vers le bas. Et tout ça, ça va se mélanger. Et tu vas obtenir petit à petit une super fertilité avec ça. Donc voilà. Je ne sais pas si d'autres veulent intervenir là-dessus, mais voilà. Je vois Julien qui fait ça. Voilà. Tout ça pour dire aussi qu'on peut très bien faire un jardin sur un simple bac. Hein. C'est la même démarche, c'est la même. On est toujours dans du vivant au niveau du sol, etc. Donc, il n'y a pas de limite. Hein. Voilà, on va peut-être, je ne sais pas si on a fait le tour de la question par rapport au sol. Fatima a une question.
Fatima, on t'écoute? Ouais. Fatima et Alain ensuite. Sauf s'il n'a pas oublié. Ah non, je n'ai pas fait exprès, non, désolé. Donc Fatima. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, justement, alors j'en profite parce que vous parliez en fait de faire, de faire de la permaculture sur des, des pots. Alors moi, il faut savoir que j'habite en région parisienne et que du coup, je souhaite en fait faire pousser mes légumes et mes fruits dans mon balcon. Et j'ai déjà fait, l'année dernière, j'ai réussi à faire pousser des tomates. Et puis après, tout ce qui est herbes aromatiques. Et j'aimerais savoir quelles sont les on va dire, les solutions les mieux adaptées en fait pour ce genre de permaculture, quoi, en fait. Alors, quand tu dis permaculture, je vais rebondir déjà par rapport à permaculture, parce que permaculture, déjà bien comprendre que la permaculture, c'est pas une technique de culture. On associe souvent la permaculture à des buts, à des lasagnes, ce genre de choses. Non, c'est simplement faire avec le vivant. Donc, à partir de là, c'est que ça. Moi, plus je réfléchis par rapport à la culture, plus à la limite, c'est comme les peintres à la fin, ils essaient de venir à l'essentiel. L'essentiel, c'est celui-là, c'est faire avec le vivant. Hein. Donc, au niveau de ton sol, parce que si tu veux faire des tomates sur ton balcon, ça veut dire que ton balcon, il est exposé au soleil. C'est déjà une chose. Et que tu es dans un climat qui est adapté pour la tomate, sinon tu seras obligé de protéger. Bon, après, la tomate, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'avoir un sol, c'est riche, parce que la tomate est quand même une plante gourmande. Donc, à partir de là, si tu as un contenant suffisant pour ton pied de tomate, on va dire, qui est suffisamment riche pour nourrir ta plante, et avec de la vie à l'intérieur, ça veut dire que c'est pas un substrat, mais c'est bien une terre vivante. On peut très bien avoir des terres dans un pot. C'est pas un problème, quoi. Tu pourras faire des tomates. Voilà. Et peut-être aussi l'occasion pour moi d'aborder aussi ce qu'est un sol de rêve pour une plante. Un sol de rêve pour une plante, c'est pas toujours le même. Le sol de rêve pour la majorité des plantes de légumes, ça va être un pH 7, ça va être une terre riche, etc. Maintenant, si tu veux faire pousser de la lavande, si tu veux faire pousser du romarin, si tu veux faire pousser du thym, la terre idéale pour ce genre de culture, c'est pas ça du tout, quoi. C'est une terre pauvre, siliceuse et sèche. Donc voilà. Donc par rapport à ce que tu veux faire sur ton balcon, ça va pas être la même terre. D'accord. Si tu veux te faire un pot où tu vas faire pousser du thym ou de la lavande ou du romarin, il faut surtout pas que tu aies trop de que tu aies une terre trop riche, au contraire. Donc voilà, c'est toujours en fonction de ce que tu veux obtenir. Il faut que tu obtiennes, il faut penser la plante comme un organisme vivant, connaître au mieux l'organisme vivant en question, et puis le mettre dans des bonnes conditions pour qu'il pousse. Et les bonnes conditions, c'est le sol, pas que, puisque ta tomate, il faut aussi qu'elle ait l'ensoleillement. L'ensoleillement, c'est l'énergie. Voilà. Donc c'est toujours la même approche, hein, c'est faire avec le vivant. Et faire avec le vivant, c'est prendre en compte tous ces paramètres-là en fonction de ce que l'on veut. Voilà. Okay. Et quand vous dites terre sèche, c'est parce que alors moi je suis très très novice. Hein, j'ai vraiment débuté que l'année dernière. Et c'est vrai, comme vous disiez, ma lavande elle n'a pas tenu. Je me rappelle que j'avais planté de la lavande et puis ça n'a pas tenu. Quand vous dites sèche, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est quoi comme terre, la terre sèche? Une lavande, par exemple, une terre très sableuse, donc avec peu de matière organique, va convenir. Et puis, l'arrosage, il va être très modéré pour le coup. Ok. Voilà. D'accord. Ok. C'est une plante aromatique et on l'imagine bien parce que la lavande, où est-ce qu'elle pousse naturellement? Elle pousse dans le sud de la France, sur des terres rocailleuses, donc des terres qui ne sont pas fertiles du tout. Et c'est là où la lavande se porte le mieux parce qu'elle est dans son biotope. Et ce que tu vas recréer sur ton balcon pour faire pousser de la lavande, c'est le biotope de la lavande dans son état naturel. Très bien, merci. Et ça, ce que l'on est en train de dire par rapport à la lavande, c'est vrai pour toutes les plantes. D'accord. Merci beaucoup. Alors, l'aspect parisien ne joue pas non plus dans la difficulté. Je sais pas si elle est sur un axe routier, enfin sur un grand boulevard Paris. Je ne sais pas où est Fatima, mais est-ce que c'est pas une difficulté supplémentaire?
Sur la culture Bah, sur balcon, je peux réagir, moi. ah, ça serait bien, oui, d'avoir un retour et de personnes. C'est Alain qui veut réagir par rapport à la culture sur balcon. Ouais, bah, Ouais, vas-y, Alain. parce que, Vas-y, Alain. donc, moi, je suis balcon exposé plein nord. Je me suis fait une petite jardinière. J'ai réussi à faire des tomates, alors plutôt de la tomate cerise quand même, parce que j'ai pas de, comme c'est très humide chez nous, forcément, on est assez sensible au mildiou. Sur la première année où j'ai produit des tomates, j'ai réussi à en avoir jusqu'à Noël quand même, ce qui n'était pas dégueu, quoi. Je teste tous les ans des nouveaux trucs. J'ai fait des blettes, j'ai pu faire aussi des haricots. Et l'année dernière, en fait, ma jardinière, en fait, ce que je fais, c'est qu'elle me sert de composteur, en fait. C'est-à-dire que tous mes déchets organiques de cuisine, Fatima, je les mets dedans pour enrichir mon sol, en fait. Et j'ai créé, en fait, ma jardinière un peu comme une butte en lasagne, donc dont on parlait tout à l'heure. Je suis allé en forêt chercher du bois, du vieux bois mort. Mais vraiment le bois que tu prends qui s'effrite totalement, quoi. Faut que ce soit vraiment, voilà, il est plein de flotte, il est gorgé d'eau. J'ai commencé par faire une couche à peu près 5 cm. J'ai ensuite recouvert de branches un peu moins mortes, mais quand même des petits rondins comme ça, à peu près 5-8 cm. Et j'ai recouvert le tout par un peu de mulch, un peu de broyat. Et le reste, après, ça a été que de l'humus de forêt et puis un peu de terre au-dessus. Ça marche plutôt bien, en vrai. Donc, pourquoi est-ce que je mets tout ça dans le fond? C'est parce que le problème que tu vas rencontrer essentiellement dans une jardinière sur ton balcon, c'est que ça va très vite sécher. Donc l'idée c'est quand on se dit il faut faire des trous en dessous pour pas que l'eau stagne et tout, et donc si tu mets trop d'eau, tu vas avoir des algues qui vont pousser, enfin bon, ça va pas être terrible et tout. Donc bon, l'idée c'était de voir si le bois, j'ai vraiment fait un essai, de voir si le bois allait absorber l'eau en dessous et puis me la garder. En vrai, voilà, du coup je me rends compte quand même que même quand ma terre est sèche en surface, dans le fond, j'ai de la vie, j'ai des vers, parce que c'est aussi ça. Avoir un sol qui est tout le temps humide dans une jardinière, pour que ton sol il soit vivant, il faut que tu aies aussi des vers, il faut que tu aies, on va dire des limaces, des cloportes, il faut essayer d'apporter de la vie dans ton sol, donc il ne faut pas avoir peur des bestioles non plus. Mais voilà, donc il faut les nourrir, ces bestioles-là, donc les déchets de cuisine, voilà, tout va dedans, et là aussi, en fait, du coup, ça a poussé tout seul parce qu'il y avait des graines de courge, en fait. Et en fait, j'ai réussi à obtenir des courgettes sur mon balcon, quoi. Donc, c'était des hybrides. Voilà, c'était des courgettes grimpantes. Voilà, elles ont grimpé le long de mes trucs et j'ai mangé des courgettes cet été depuis mon balcon, quoi. Donc, voilà, l'idée, c'est quand même voilà, d'avoir un fond naturel qui puisse garder ton eau. Et puis nourrir ton sol avec tes déchets organiques, et ça se fait très bien, quoi. Puis en plus, ça fait de la place dans la poubelle. Tu n'as pas besoin d'aller l'emmener au composteur du coin. Voilà, c'est un truc de feignant en plus, c'est pas mal. Que je suis. Ça rejoint tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, parce que pour le coup, tu es en accord avec la plante, qui est une plante très gourmande pour le coup. Et puis le bois que tu as mis en place, c'est du bois très décomposé, quoi. Et là, quand tu amènes du bois très décomposé, parce que du bois qui ne l'aurait pas été pour le coup, il a besoin d'azote pour pouvoir se décomposer, et en plus c'est long. Mais le bois décomposé, c'est comme une éponge, donc il garde l'humidité. Et je sais pas, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir des fois quand on a des morceaux de bois qui sont dans le sol à faible profondeur et on déterre une plante, pour une raison ou pour une autre, et on s'aperçoit que la plante en question, qui était en pleine santé, toutes les racines entourent le morceau de bois. Moi, ça m'est arrivé assez souvent, ce genre de choses. Et en été, ça arrive assez souvent. Et en final, on s'aperçoit que la plante s'est nourrie du morceau de bois qui est décomposé pour le coup. Donc, on n'est plus dans quelque chose qui est trop carboné parce que le bois est déjà bien avancé dans son cycle de décomposition. Donc, ça montre bien la vie du sol, comment elle fonctionne. Très bien. J'ai juste une dernière petite question, s'il vous plaît, si je peux me permettre. Du coup, ça me fait réfléchir à d'autres questions. Johan, vous avez parlé tout à l'heure de pollution dans la banlieue parisienne, et c'est vrai que c'est le cas. En plus, je suis pas loin d'un boulevard qui est beaucoup, qui est beaucoup emprunté. J'aimerais savoir, en fait, j'ai de l'ortie qui pousse sauvagement, en fait, toute seule sur mon bac de balcon. Et du coup, j'aimerais savoir si
elle est comestible. Si je peux la manger ou pas, enfin, en sachant que voilà, l'ortie, elle a beaucoup de bienfaits. Est-ce que malgré que je sens qu'il y a quand même il y a de la pollution, hein, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent voilà, de par chez moi. Voilà, j'ai un boulevard. Est-ce que je peux quand même la consommer ou est-ce que c'est risqué Bah, moi, la seule chose que je peux te dire, c'est parce que la question s'est posée, elle s'est même posée pour nous au jardin Le Bas. Pourquoi? Parce que des personnes se sont inquiétées de ça. Hein. Et quand tu regardes un petit peu… je suis juste inquiété, on se fait quasiment insulter sur les réseaux sociaux parce qu'on faisait des trucs en ville. Hein. Voilà. Oui, c'était presque ça. Hein. Mais par contre, ce qui a été quand même, il y a eu pas mal de tests qui ont été faits, d'analyses qui ont été faites sur des cultures sur terrasse en région parisienne, donc dans des endroits qui sont quand même a priori pollués. Et les analyses montrent que finalement les légumes sont pas vraiment atteints par cette pollution, pas plus que ça, quoi. Donc moi j'aurais tendance à dire, mais je suis pas non plus spécialiste de la question et j'ai pas été au fond de la chose. Mais d'après les informations auxquelles j'ai pu avoir accès, a priori, on n'a pas trop de soucis par rapport à ça, tout au moins pas plus que de manger des légumes faits en agriculture conventionnelle avec une grosse charge de pesticides, on va dire. Et pas plus que celle que tu respires aussi en plus, parce que sur le document que tu nous avais transmis quand on avait pu redébattre là-dessus, c'est ce qu'elle est. Et aussi, la pollution, elle est plus dans le sol que dans l'air par rapport aux plantes. Voilà, alors on vit dans un monde pollué, c'est sûr, c'est dommage. Maintenant, je pense pas qu'on se mette vraiment en danger et je pense que tu te mettras pas vraiment en danger si tu manges tes feuilles d'ortie. Voilà. D'accord. Ok, merci. On communiquera ces coordonnées si jamais tu es malade après pour que tu puisses l'attaquer. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors maintenant, bon, on va peut-être passer à autre chose qu'au sol parce que bon, il est déjà 19h44, donc si on veut aborder d'autres sujets. Et je voudrais quand même qu'on aborde le sujet des auxiliaires parce que bon, dans un jardin, il y a le sol, c'est sûr, mais il y a tout ce qu'il y a autour, quoi. Et bon, les auxiliaires, la vie, c'est cultiver avec le vivant, c'est cultiver aussi avec toutes les petites bestioles qui existent tout autour, quoi. Il y a les bestioles qui sont dans le sol, mais il y a les bestioles qui sont aussi partout ailleurs. Il y a les pucerons, il y a quoi pour les choux, il y a les chenilles, il y a tout un tas de choses comme ça. Et là, pour le coup, essayer de bénéficier des services écosystémiques, c'est comme ça que l'on dit, hein, c'est important et c'est bien de savoir le voir et de le mettre en place, quoi. Moi, j'aurais une anecdote, par exemple, et là, je vais parler de mon jardin personnel, où quand j'ai commencé à cultiver dans mon jardin, quand je faisais des choux, les choux étaient couverts de chenilles, et puis si j'enlevais pas les chenilles les unes après les autres à la main pour ne pas mettre de produits chimiques dessus, j'avais pas de choux, quoi, en final. Et puis maintenant, j'ai plus de problème avec ça. J'ai plus de problème avec ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, les mésanges sont venus s'installer par un nichoir, mais elles sont là, les mésanges. Et les papillons viennent pondre. Les œufs sont présents sous les feuilles. Les chenilles éclosent, mais elles sont très vite détruites par les chenilles qui viennent les éliminer au fur et à mesure. Donc, c'est des choses qui fonctionnent. Et dans un jardin partagé, quelle que soit sa taille, faire venir des animaux, faire venir les oiseaux, c'est effectivement comme ça que l'on va pouvoir avoir un système qui soit stable, voilà, avec ses limites, bien sûr. Et là, pour terminer l'histoire avec les mésanges, et ça c'est quelque chose que j'ai constaté il n'y a pas longtemps dans un autre jardin partagé dont je m'occupe, c'est que ça fonctionnait tout aussi bien que chez moi. Ça veut dire que les chenilles disparaissaient pendant l'été. Et puis tout à coup, à la fin de l'été, les chenilles ont commencé à grossir, ça veut dire qu'elles n'étaient plus détruites, et les choux ont été détruites par les chenilles, à partir du mois de septembre à peu près. Donc j'ai mis un peu de temps à comprendre pourquoi. Et la raison, elle est toute simple, c'est que finalement les mésanges avaient fait leurs petits, les petits avaient quitté le nid, et les mésanges étaient partis ailleurs. À partir de là, les chenilles ont pu se développer et manger les choux. Voilà. Donc ça veut dire que le vivant, il est dynamique.
Et il faut bien en prendre conscience, c'est que ça change tout le temps. Et voilà, donc il faut arriver à en prendre conscience à l'intérieur des jardins. Et je dirais que en tant que référent, c'est quelque chose qui, moi, me passionne, c'est arriver à faire prendre conscience aux autres de ce vivant-là, de tout ce qui s'y passe, quoi. Voilà. Le puceron, par exemple. Bon, le puceron ne doit plus être un problème au bout d'un moment. Parce que il y a tellement de prédateurs pour les pucerons que normalement, ils doivent disparaître tout seuls. Mais pour avoir une régulation des pucerons, il faut que l'on ait les auxiliaires qui vont bien très tôt en saison. Donc, pour avoir les auxiliaires très tôt en saison, ça veut dire avoir un jardin qui ne soit pas trop propre. Parce que si vous avez un jardin qui est trop propre, vous n'aurez pas de coccinelles. Parce que les coccinelles, il faut qu'elles puissent passer l'hiver et qu'elles soient là dès le début de l'année. Et il n'y a pas que les coccinelles, il y a les forficules qu'on appelle les pince-oreilles qui doivent être présents aussi. Mais pour avoir des forficules, il faut avoir des endroits où elles puissent passer l'hiver aussi. Donc avoir soit de la paille, soit avoir des tiges de plantes qui restent pendant tout l'hiver où elles vont se mettre. Parce qu'on le voit, hein, des fois, quand on casse une tige comme ça, on en trouve à l'intérieur l'hiver. Et c'est ce qui va faire qu'il y a un équilibre qui va s'installer à l'intérieur du jardin. Donc voilà, c'est vraiment cultiver avec le vivant, puisque c'est le thème de la soirée. C'est prendre en compte et pouvoir découvrir tout ça, cette reconnexion à la nature que l'on doit pouvoir faire petit à petit, prendre conscience de tout ce qui se passe, analyser tout ce qui se passe, chacun à son niveau, apprendre, et puis finalement, au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est génial. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Alors, j'ai une question, moi. Donc moi, je fais partie des débutants, des très débutants. Au début, tu as beaucoup parlé de l'humain. Oui. L'humain autour du jardin, etc. Et je voulais savoir, j'entends beaucoup et très souvent des histoires du style, il faut parler aux plantes, qu'il faut les considérer, qu'il faut, enfin plein de choses comme ça, un petit peu relationnelles avec la plante. Tu en penses quoi J'en pense plein de choses. Mais je pense que, à la limite, il ne faut même pas se poser la question. Parce que parler aux plantes, oui, parler aux arbres, oui, mais il ne faut pas se poser la question. Ça vient tout seul. Ça veut dire que si tu commences à jardiner, tu dis que tu es débutant, et tu vas te rendre compte, enfin, tu n'as pas mon âge, tu es plus jeune que moi, mais tu commences à jardiner maintenant peut-être, mais tu as sûrement déjà jardiné avant. Mais les plantes, elles vont te parler toutes seules à un moment ou à un autre. Il y a un moment où, quand tu vas souvent dans les jardins, tu n'as même pas besoin de… Enfin, je sais pas, moi, je fais le tour de mon jardin 2 fois par jour à peu près. Hein. Mais tout de suite, tu perçois les choses. Quand une plante va bien ou qu'elle ne va pas bien, tu n'as pas besoin de lui parler. Tu le vois, le contact, il s'établit. Et j'imagine que les arbres, c'est la même chose. Voilà. Donc, faut pas croire que c'est un don que l'on a ou que l'on n'a pas. C'est une pratique, c'est ouvrir sa sensibilité. Voilà. Tu te balades dans ton jardin, une plante, elle souffre, tu sais le voir. Une plante, elle se porte bien, au bout d'un moment, tu sais le voir. Le sol se porte bien, tu sais le voir aussi. Et tu vas le constater notamment parce que quand tu commences un jardin, tu commences avec un sol dans l'état où il est. Et si tu as de bonnes méthodes, si ça se passe bien, ça veut dire que tu vas apporter des nutriments pour ton sol, tu vas mettre du mulch, ton sol il va être nourri, la vie va s'y installer. Tu sais, on parle des intestins par rapport à la nourriture, le microbiote, et finalement, plus le microbiote il est bien dans ton intestin, moins tu tomberas malade et mieux ça fonctionnera, quoi, en final. Ton sol, c'est la même chose. Et moi, j'ai toujours été impressionné, et je le suis toujours, par rapport à l'évolution du sol d'une année sur l'autre. Ça veut dire que tu vois un sol, tu le travailles, et puis tu cultives dessus, tu reviens un an après sur le même sol qui a été couvert, qui a reçu des plantes, les racines se sont décomposées, et tu te dis, mais putain, mais c'est pas le même sol, quoi. Il a changé, c'est plus du tout la même chose, quoi. Il se passe plein de trucs. Tu vois les vers qui remontent au début du printemps, que tu ne voyais pas l'année précédente, tu ouvres, tu mets ta main dedans, elle rentre toute seule, tu n'as même pas à te décompacter, quoi.
Et puis tu reviens un an après, c'est encore autre chose, quoi. Donc voilà, le contact entre l'homme et la nature, donc entre le jardinier et les plantes, il va s'établir tout seul au fur et à mesure du temps. Et je pense qu'il ne faut pas se poser plus de questions que ça. C'est un cheminement que chacun peut avoir. Et ça fait beaucoup de bien. Merci Gérard. J'ai une deuxième question. La main verte, Oui. légende ou vérité? Parce que dans mon expérience personnelle, j'ai croisé plusieurs fois des personnes qui disent « je n'ai pas la main verte ». Je les observe, elles font la même chose que moi et je constate que les plantes meurent et ne tiennent pas. Alors, toi qui es formateur, c'est légende ou vérité ou c'est juste une question de technique? Oui, ben je sais que beaucoup de personnes disent ça. Moi, j'ai du mal pareil, j'ai du mal à imaginer que l'on ait la main verte ou pas la main verte comme ça. Moi, je dirais c'est plutôt une sensibilité, quoi. Certaines personnes ont une sensibilité qui leur rend le contact avec la plante dont on parlait tout à l'heure, sans avoir les connaissances, certaines personnes sont suffisamment sensibles pour que ça fonctionne. Et d'autres personnes, ça fonctionne moins bien. Et je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Moi, je pense que c'est plus compliqué parce que c'est plus long à établir ce lien entre la plante et la personne, quoi. Parce que c'est toujours pareil, hein, au niveau des relations humaines, c'est un peu la même chose. Tu as des personnes qui sont très sensibles au niveau de leur émotivité, à ce qui se passe chez l'autre personne, et puis tu as des personnes qui ne le sont pas du tout, quoi. Donc voilà. Et au niveau de la nature, c'est un peu pareil, quoi. Donc j'ai un peu de mal à imaginer que la population soit divisée entre ceux qui ont la main verte et ceux qui ne l'ont pas. Tu vois, c'est un peu la même chose par rapport à, on parle, tu sais, les sourciers qui vont détecter l'endroit où il y a de l'eau ou qui vont détecter les différents réseaux magnétiques au niveau du sol. Et ben, tu as des personnes qui détectent ça très facilement, d'autres beaucoup moins, mais tout le monde en a la capacité. Et moi, j'ai fait cette expérience-là avec quelqu'un qui est de mon entourage, parce que moi, j'ai quand même un passé qui est un passé assez... J'étais ingénieur, donc j'ai du mal avec toutes ces approches-là, et je le sais. Donc, j'avais été participer à une formation, et puis je me suis rendu compte qu'au début de la journée, j'étais incapable de détecter quoi que ce soit, et à la fin de la journée, ben, je détectais les différents réseaux avec mes baguettes, sans savoir pourquoi, mais ça marchait, quoi. Donc voilà, mais j'en dirai pas plus parce que j'ai pas été plus loin dans cette direction. Merci. Merci. Alain? Ouais, moi, je voulais juste réagir par rapport à l'histoire de la main verte parce que je vais faire un parallèle parce que sur beaucoup de choses, en fait, on a tendance à dire bah oui, on est capable ou on n'est pas capable. Moi, je suis un peu autodidacte dans à peu près tout ce que j'ai, sur tout ce que je touche, que ce soit le jardin, que ce soit mon métier de formation maintenant qui est l'informatique. Il n'y a que la musique où, voilà, en tant que musicien, en tant que batteur, où j'ai pris 12 ans de cours de batterie. Je voulais faire l'analogie par rapport à tout ça, c'est-à-dire que si on prend la musique, par exemple, il y a des gens qui ont une sensibilité musicale de base, qui ont l'oreille absolue ou qui savent jouer de plein d'instruments sans avoir pris de cours et qui ont ça naturellement chez eux. Tant mieux pour eux. Moi, j'ai toujours été jaloux de ces gens-là. Il a fallu que je bosse comme un dingue pour avoir le niveau que j'ai pu avoir à la batterie. J'ai du mal à entendre le discours en fait que voilà, la main verte, voilà, il y en a qui ne savent pas faire pousser quelque chose et que ce soit dans n'importe quelle catégorie, dans n'importe quel domaine de compétences, on est tous capables de faire quelque chose. Il faut juste s'y intéresser un tout petit peu, y apporter de la sensibilité. Et je pense que l'histoire de la main verte, en fait, c'est juste le cœur qu'on y met, en fait. C'est ce qu'on va y apporter nous avec notre cœur, et c'est là que la main verte elle arrive. C'est plus, c'est pas une question d'aura. Alors il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. C'est cool. Et c'est encore plus cool quand ces gens-là sont ouverts pour expliquer pour transmettre leurs connaissances. Mais voilà, moi j'y crois pas non plus. Moi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, oui. Ouais. Et bon, et là, je reviens vers justement le rôle d'incroyable comestible pour moi à l'intérieur d'une ville. C'est bien la reconnexion. Enfin, pour moi, le rôle premier, c'est ça. C'est parce que obtenir des légumes, d'accord, c'est un objectif. Mais pour moi, il est secondaire quelque part. Je sais que je vais en faire bondir peut-être un certain nombre en disant ça, hein. Mais au niveau d'un jardin incroyable comestible, pour moi, il est secondaire. L'objectif principal,
c'est de permettre aux personnes qui en ont l'envie, puisque si elles viennent à l'intérieur d'un jardin incroyable comestible, c'est parce qu'elles en ont l'envie, c'est de se reconnecter à la nature, avec tout ce que ça comporte, d'une part au niveau du ressenti, mais au niveau du bien-être aussi. Et se reconnecter aux natures, c'est aussi se reconnecter au groupe, puisque nous, en tant qu'humains, on fait partie de la vie. Donc, c'est se reconnecter entre nous dans la bienveillance, parce que, bon, un jardin, c'est aussi, quelque part, être bienveillant envers la nature, mais envers tout le reste. Hein. Donc, voilà. Le rôle, c'est bien celui-là. Et la reconnexion à la nature, tout le monde n'est pas au même niveau. Et ça revient peut-être, ça monte peut-être jusqu'à l'enfance. Et moi, je participe à l'animation avec une crèche qui est à côté pour pouvoir des enfants qui ont 2 ans, entre 2 ans et 3 ans, parce que ça m'a été demandé hein, de pouvoir venir. D'abord, au départ, j'avais du mal à imaginer ce que l'on pouvait faire dans un jardin avec des enfants qui avaient entre 2 ans et 3 ans. Et c'est impressionnant, c'est tout juste impressionnant. C'est la façon dont je l'ai découvert. Et puis, les enfants, ils arrivent à 2 ans. Là, pour certains, ils sont tout timides. Ça veut dire qu'ils ont du mal. Et quelquefois, ils ont même du mal à mettre la main dans la terre parce que on leur a déjà inculqué que c'était sale quelque part. Et puis, la manière dont, au bout de quelques temps, mais ce quelques temps, ça peut être très court, ça peut être 1 ou 2 semaines, 2 ou 3 semaines, quand ils sont venus 2-3 fois, où finalement le contact s'établit et au bout d'un moment, la terre, ça devient vraiment pour eux leur espace de jeu, ils se plongent dedans carrément, quoi. Et des fois, quand on voit les mêmes gamins à 2 ans et au bout de l'année scolaire où ils ont presque 3 ans, c'est plus les mêmes, quoi. Ils sont chez eux. Et cette connexion, si elle s'est faite dans l'enfance, j'ose croire que pendant toute la vie, elle va rester en place. Et ce que l'on appelle la main verte, c'est peut-être là que ça commence. Donc, pour moi, les incroyables comestibles, le rôle, c'est ça aussi. Voilà, pour les générations futures. Donc, bon, on s'écarte peut-être un peu du sujet, mais j'avais envie de dire. J'ai une longue réponse, je suis très content. Merci. De l'assistance, des questions? Non. Pas de questions? Je vois pas de questions pour l'instant. Je regarde. Non. Tony, sauf si tu veux finir sur ton intervention. Et Anne, ensuite. Bah, Anne, alors, vas-y. Oui, je voulais juste demander comment démarrer des choses qui marchent bien, facilement pour les débutants, quoi. Pour éviter d'avoir des… Par exemple, je pense que les carottes, c'est pas si facile que ça. Mais dans un potager débutant, qu'est-ce qui… Ouais, les trucs qui marchent bien. Quoi, voilà. Ouais. Donc, Anne, tu es en Normandie, toi? Non, Nord, Lille. Dans le Nord, bon, ça va. Ça marche aussi. Non, mais il y a des choses simples, des plantes qui ne posent pas de problème, quoi. Et c'est vrai que obtenir un résultat, on dit toujours en permaculture, il faut obtenir une récolte quand même. Parce que si tu ne plantes que des choses compliquées qui marchent, et quelquefois c'est un peu la difficulté, parce que des gens qui sont très éloignés du jardin, tu leur demandes qu'est-ce que vous voulez. Elles vont te dire, ben, on veut des melons, on veut des pastèques, on veut des tomates et on veut des aubergines. C'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, c'est pas le plus simple tout au moins. Mais si tu déroules sur la saison, les fèves, les petits pois, les haricots, tout ce qui est bête, tout ce qui est blette, tout ce qui est betterave, tout ce genre de choses, ça pousse tout seul, quoi. C'est facile. Donc bon, il faut rentrer dans ces légumes-là. Les pommes de terre, ça marche tout seul aussi. C'est pas compliqué. Il y a plein de manières de les cultiver. En plus, ça peut être mis de façon traditionnelle dans le sol, ça peut être mis sous la paille. Ça peut être mis aussi dans des tours à patates. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être faites autour de ça. Et voilà. Donc, bon, maintenant, il faut respecter la saisonnalité parce que si tu sèmes il faut avoir quelques connaissances quand même. Si tu sèmes des haricots au mois de février ou mars, ça ne poussera pas parce que la température du sol est trop faible. Donc, il faut savoir que les haricots, on les plante plutôt fin avril, début mai, dans le nord, par exemple. Ou alors, c'est des variétés très particulières et beaucoup de soins, quoi. Les petits pois, au contraire, on peut vraiment les semer très tôt en saison. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de connaissances comme ça à avoir. Mais pour le coup, c'est le rôle des référents
Et au niveau d'un jardin, les référents, ils vont venir tout seuls. Ça veut dire que quand on crée le groupe au niveau d'un jardin, ce groupe, petit à petit, les référents, ils vont arriver, ils vont être ressentis, ils vont être perçus comme tels, et ils auront ce rôle tout simplement, quoi. Sachant que quand on parle de référents, c'est pas simplement des référents pour le jardinage. Nous, au niveau du jardin Le Bas, par exemple, on a un référent qui s'est imposé au niveau communication, et ben c'est Alain. Voilà, tout simplement. Et là aussi, on est dans le fonctionnement du groupe, quoi. Ok, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous vouliez aborder ou est-ce qu'on arrête là? Il est quelle heure? Il est 20h ou... 20h, on a quelques minutes encore. Flavine? Oui, c'est Marie-Noël, bonsoir. Ah, Marie-Noël. Du coup, ça me fait rebondir sur la question, qu'est-ce qu'on pourrait planter dans des bacs incroyables comestibles? Parce que nous, les bacs ou les espaces qu'on nous a attribués, ils sont tout petits. Donc, voilà, pour débuter, qu'est-ce qu'on pourrait planter dans des petits bacs? D'accord. Donc déjà, tes petits bacs, où sont-ils? Comment sont-ils exposés? À quel endroit sont-ils? Ça dépend des bacs, mais là, le premier qu'on a inauguré, il est plutôt à l'ombre. Hein. D'accord. Donc, si tu as un bac à l'ombre, tu ne vas pas mettre des plantes qui sont très exigeantes en soleil. Mais ça ne veut pas dire que tu peux rien y mettre. Par exemple, tu as des plantes qui supportent très bien l'ombre. Tout ce qui est oseille, tout ce qui est rhubarbe, tout ce qui est même les bois, tout ça, ça marche bien. Les persils, ça va fonctionner. La ciboulette, ça va fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est des plantes qui vont supporter l'ombre et qui, au contraire, supporteraient moins bien le soleil. Donc voilà. Après, bon, tu vas dans ton bac, il faut aussi que tu essaies d'obtenir la fertilité qui convienne pour ces plantes-là. Et en l'occurrence, là, ça va être des plantes qui vont très bien supporter d'avoir un sol riche et humide. Voilà. Alors maintenant, il y a ombre et ombre. Parce que, bon, même un endroit qui ne voit pas d'ensoleillement direct, si de l'autre côté, si tu es en bordure de rue et que de l'autre côté, tu as une façade qui est une façade claire au niveau de son coloris, simplement par effet de réflexion, tu vas avoir de la lumière qui va arriver sur ton bac, quoi. Donc, en fait, tu as un petit écosystème à créer, et ce petit écosystème, il est à créer en fonction de son environnement. Ça se passe comme ça dans la nature, et il faut que tu penses ton bac en fonction de ton environnement. Ok, merci. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup, Gérard. Voilà. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Voilà, si vous le dites. Le sujet qu'on pourrait aborder, c'est sûr, hein, tel que les associations, tel que la manière dont on peut... Mais ça, après, on est dans des démarches où on va vouloir optimiser les productions au niveau de sa planche de culture. Ça, c'est autre chose. On peut en dire deux mots, si vous voulez, sur un exemple tout simple, qui est par exemple les carottes, justement, puisqu'on a parlé des carottes tout à l'heure, qui était une culture plus difficile. Donc, j'ai dit, les carottes, ça met 3 semaines à pousser. Bon. Mais les carottes, à la limite, plutôt que de regarder son sol pendant 3 semaines en ne voyant rien sortir, on peut les associer avec des radis. Des radis de 18 jours, par exemple. Et ça marche très bien. Pourquoi? Parce que les radis vont lever très vite. Les radis, au bout d'une semaine, si c'est dans des bonnes conditions, on va commencer à les voir lever. Et puis, au bout d'un mois, pas 18 jours, mais un mois et demi, les radis vont être récoltés. Donc déjà, ils vont apporter un petit peu d'ombre, ce qui n'est pas du tout un problème s'ils sont semés clairs pour les carottes, pour les levées de carottes. Et puis, quand vous allez arracher les radis pour les consommer, ben, c'est le moment où vous allez pouvoir désherber. Parce que quand il y a une herbe qui vient se mettre en place au milieu des carottes, donc ce n'est pas un problème au moment où vous allez arracher votre radis d'enlever la mauvaise herbe en même temps, voire distancer un petit peu les carottes. Et pour le coup, les carottes vont prendre ensuite toute la place et occuperont l'espace. Voilà. C'est un point qui peut... C'est une des associations simples qui fonctionne bien. Juste, puisque tu parlais des carottes, est-ce que tu peux juste dire comment il faut que le sol soit? Tu m'as dit que s'il était trop compact et argileux, ça irait pas pour les carottes. Pourquoi? Alors, il faut rajouter du sable, c'est ça? Ben, ça aime bien les sols sableux, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire pousser des carottes. Hein. Bon, elles
elles vont s'implanter malgré tout, hein. Puis il y a des variétés qui vont être plus adaptées par rapport à ce sol-là. Voilà. Maintenant, tu peux simplement au-dessus mettre un semis de carottes, enfin, rajouter un peu de compost, on va dire, ou même de terreau de semis, qui va permettre à ta graine de lever. Et puis, parce que bon, peut-être simplement comment te dire comment ça fonctionne une carotte. Une carotte, c'est pas un légume qu'on peut repiquer, sauf à de rares exceptions, hein. Mais une carotte, c'est une graine. Et pourquoi elle met du temps à lever, hein? Et dans les graines, comme toute graine, tu as de l'énergie qui est emmagasinée. Cette énergie, quand tu as une levée de dormance, ça veut dire qu'une levée de dormance, ça veut dire que les conditions sont réunies pour que ta graine, elle germe. Et pour le coup, ta carotte, quand elle va germer par la racine. Ça veut dire qu'elle va t'envoyer une racine dans le sol. Et cette racine, c'est un cheveu, c'est une racine unique qui va plonger en profondeur dans ton sol. Mais c'est vraiment un cheveu, c'est pas visible. Voilà. Donc ça plonge dans le sol et c'est seulement dans un deuxième temps où ta graine de carotte elle va utiliser l'énergie qui lui reste pour envoyer une tige vers la surface, développer ses premières feuilles et pour le coup récupérer de l'énergie par ces feuilles, par photosynthèse. Donc cette énergie, la graine, elle a dépensé toute l'énergie qui était disponible en son sein. Et quand la photosynthèse va se faire sur les feuilles, elle va servir à la racine comme un sportif qui va faire de la muscu. La racine, elle va faire de la gonflette, quoi. Ça veut dire qu'elle va gonfler dans le sol et va faire ta carotte. Voilà. Bon, maintenant, cette fameuse racine, au départ, quand elle part en profondeur, si elle trouve une pierre ou si elle trouve une motte très compacte, elle ne peut pas passer. Donc, ta carotte, elle risque de devenir fourchue pour le coup. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de carottes, mais tu n'auras pas forcément des belles carottes. Merci beaucoup. Voilà. J'ai pas retenu ton prénom, je suis désolé. L'atelier. Benoît. Benoît, dernière question, c'est par rapport à l'alternance des cultures. Est-ce que c'est primordial de ne pas refaire les mêmes chaque année au même endroit? Ouais. D'accord. Donc là, je vais répondre. Alors, c'est peut-être pas fondamental non plus, mais ce que tu abordes, c'est les rotations. Voilà. Et pourquoi? Parce que tu as un sol et si tu replantes systématiquement année après année les mêmes plantes, ça veut dire que ces plantes-là vont aller chercher des nutriments au niveau du sol d'une part, et ces nutriments sont toujours les mêmes. Donc, il y a un moment où ton sol, il va dire, bon, ça va bien, quoi. Ça veut dire que tu vas décharger ton sol des nutriments en question et tu ne vas pas utiliser les autres. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que tu as toujours, on va dire, des maladies, si tu veux. Tes plantes, finalement, tu vas avoir dans ton sol, tu crées un écosystème par la plante que tu as plantée, un écosystème qui va attirer des prédateurs, si tu veux, au niveau du sol, qui vont avoir tendance, des bactéries, quoi, comme nous, pour l'humain, aujourd'hui, on a le Covid, hein. Les plantes, si tu plantes toujours la même chose, tu mets toujours le même environnement favorable pour les maladies pour cette plante-là. Donc, si tu fais pas de rotation, tu vas être en difficulté par rapport à deux choses. Par rapport aux nutriments, tu vas toujours prélever les mêmes, hein, puisque tu as toujours la même demande. Et par rapport aux maladies, où tu vas toujours être dans des bonnes conditions pour le développement de ces maladies-là. Voilà. Alors, le fait de faire des rotations, ça permet justement de changer la demande qui est faite au niveau du sol par la plante, hein, et d'autre part, de changer l'environnement quelque part. Ça veut dire que les mauvaises bactéries ou les mauvais champignons, etc., dans le sol, vont pas pouvoir se développer parce qu'au bout d'un an, tu changes la donne, quoi. Voilà. C'est donc l'intérêt des rotations. Maintenant, si tu fais des Oui, vas-y. Je suis sur ma deuxième année, on va dire, je respecte juste comme règle de forcément tout changer d'endroit, peu importe ce que j'y mets, juste tout décaler d'un rang ou deux, quoi. Ah oui, complètement. Et puis, on raisonne pas forcément par légumes, on peut raisonner par famille. Parce que, bon, des légumes de la même famille, il faut mieux éviter, quoi, c'est ça. Et si tu fais des associations, si on fait très bien des associations, quelque part, à la limite, on peut très bien ne plus se préoccuper des rotations. Parce que pour le coup, la rotation sur
sur une année, tu vas la faire malgré tout par les associations que tu fais. Ça veut dire qu'une plante, dès qu'elle disparaît, il y en a une autre qui prend la place, même si c'est dans la même année, quoi. Donc, et quand tu arrives à associer rotation plus association, là c'est top. Et c'est assez facile en final. Ça veut dire que tu vas dire, bah, sur telle planche cette année, j'ai fait des haricots par exemple, ou j'ai fait des petits pois, ou j'ai fait des fèves. Ben, l'année prochaine, bon, pas toute l'année, hein, j'ai fait d'autres choses avec. Ben, l'année prochaine, je mettrai ça ailleurs. Et comme je sais que j'ai mis des fèves qui, pour le coup, ou des petits pois ou des haricots, qui m'ont enrichi mon sol en azote, ben, je vais pouvoir l'année prochaine y mettre des plantes qui vont être très demandeuses en azote pour le coup. Donc, voilà. Donc, il faut voir, ce serait une erreur de planter systématiquement au même endroit les mêmes plantes année après année. Il faut le voir de manière assez light aussi, quoi. Moi, du coup, je rajouterais, moi, j'ai mes fraisiers qui commencent à repousser tout seuls de l'année dernière. Oui. Je ne dois quand même pas les arracher et les déplacer pour que… D'accord. Donc, tu vas t'apercevoir tes framboisiers, si tu les as plantés l'an dernier. Les framboisiers… Les fraises. Oui, tes fraisiers, d'accord. Donc, tes fraisiers, tu les as plantés l'an dernier. Tu vas t'apercevoir que tu as dû récolter déjà quelques fraises l'an dernier. Si les conditions sont bonnes, tu vas en récolter un peu plus cette année, donc tu vas en avoir plus. Peut-être que l'année prochaine, tu auras une récolte de fraises superbe si tu as, des conditions qui sont bonnes. Et puis, si tu continues plusieurs années encore, tu vas t'apercevoir que tes fraises vont devenir plus petites, moins, tu vas en avoir moins. Ça veut dire que ta planche de fraisier, ben, il est temps que tu changes d'endroit, que tu ailles les mettre ailleurs, quoi. Donc voilà. D'accord, j'ai bien compris. Merci. On va dire qu'une planche de fraisier, on la garde 3, 4 ans. 4 ans, c'est bien. Mais au-delà, on commence à avoir des petits problèmes. Ça veut dire que les fraises sont moins belles et c'est le moment de les mettre ailleurs. Alors maintenant, ça, je raisonne en planche de fraisier. Ça veut dire que sur une surface, tu as des fraisiers, tu as que des fraisiers. Bon, maintenant, tu peux très bien avoir sur une planche de culture ou sur une butte permanente, par exemple, un fraisier tous les 90, mettons. Ça veut dire que tu as quelques fraisiers. Et pour le coup, quand tu vas avoir ton fraisier qui va donner des stolons, la première année, tu vas peut-être couper des stolons, mais la deuxième année, tu vas laisser ton stolon te faire un nouveau fraisier 30 cm plus loin. Parce que tu as de la place, parce que tu avais un fraisier tous les 90. Et puis, tu vas éliminer la plante mère à un moment donné. Ça veut dire que c'est le nouveau fraisier qui va être là dans un environnement, dans un écosystème qui est nouveau pour lui, puisqu'il est à 30 cm du premier, quoi. Et pour le coup, sur la même planche, et la planche permanente, c'est un peu comme ça qu'on peut la faire fonctionner, sur la même planche permanente, tu auras toujours des fraisiers, mais l'air de rien, ils vont pas être toujours au même endroit. Donc, pour le coup, c'est comme si tu faisais des rotations. Voilà. Ok, merci. Donc, on peut s'amuser à ça. Merci. Eh bien, merci Gérard. Donc voilà, on arrête comme ça ou… Oui. Je te laisse le mot de la fin, bien sûr, s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sinon, ben, on va arrêter là. Ça veut dire qu'on pourrait aller bien plus loin, on pourrait développer d'autres sujets, etc. Mais moi, bon, on a pu discuter ensemble. Ce que je voulais, c'est qu'on puisse converser. Et ben, je suis assez content de ce qui s'est passé ce soir. Voilà. Et à refaire l'année prochaine. Je ne sais pas, quand il y aura un nouvel incroyable printemps. Ah oui. En tout cas, bah, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde, à tous, et plein de belles choses dans vos jardins, que ce soit les vôtres, des jardins partagés, passez du bon temps. Merci Gérard. Merci beaucoup Gérard. Merci, au revoir. Je vais arrêter l'enregistrement et remercier tout le monde. Et après l'enregistrement, vous pouvez parler librement entre vous si vous le souhaitez. Merci beaucoup à tous ceux qui ont visionné la vidéo. Merci à l'intervenant. Et puis merci à vous tous. Merci, bonne soirée. Yes.